Après la prise d'Harfleur, 10 000 hommes et les débuts de l'artillerie à feu, et sa victoire à Azincourt en 1415, bataille pendant laquelle près de 6 000 chevaliers auraient péri, dont 74 chevaliers normands, Henri V a le vent en poupe et se sent pousser des ailes. Il décide de récupérer l'ensemble du duché de Normandie. On en prendra pour 30 ans. Lisieux, Caen, Bayeux, Argentan, Alençon, Harcourt, Château-Gaillard, Pont-de-l'Arche, Louviers, Conches, Rouen, après un long siège, et bien d'autres vont faire partie de ces conquêtes. Évreux rejoint son tableau de chasse en 1418. Il demandera même aux bourgeois de la cité de construire un fort muni de canons, appelé boulevard d'artillerie. Seul, le Mont-Saint-Michel, assiégé à partir de 1424 et durant 1 an, ne sera jamais aux mains des Anglais. En 1424, les troupes du duc de Bedford, Jean de Lancastre, régent et frère du roi Henri V, mort 2 ans auparavant, infligent une défaite cinglante aux Français à Verneuil-sur-Avre. Imaginez Verneuil, par exemple, où il y a eu 3000 archers pour cette bataille, il y en avait autant du côté anglais. Ils vont tirer 14 flèches pendant 1 minute. Vous avez une forêt de flèches qui tombe sur les cavaliers qui sont en face, et c'est efficace. On dit même qu'il y avait tellement de flèches plantées dans le sol que ça gênait les fantassins ou même la cavalerie qui arrivait sur les lieux. Quand vous aviez une rangée d'archers sur place, vous aviez toujours 1 ou 2 qui tiraient la première flèche pour donner à peu près la distance avec l'inclinaison du bras. Ça vous donnait la distance en maximum. L'ennemi en face rigolait parce qu'il se disait « il n'arrive pas à nous atteindre avec nos flèches ». Et au moment où l'ennemi arrivait avec sa cavalerie, ils avaient pratiquement réglé la hausse, la hauteur d'arc, pour arriver au moment où les chevaliers arrivaient à la première flèche tirée. Et là, je peux vous dire, quand 1000 flèches tombent sur des chevaux, c'était efficace. Donc c'était une flèche, quand elle est équipée avec la pointe et l'empenne, arrivait à faire jusqu'à 80 grammes. 8000 hommes, ça doit faire à peu près 40 tonnes de ferraille qui arrivent sur une bataille pendant un quart d'heure. Les archers en temps de guerre n'avaient pas besoin de précision de tir pour ça, mais de la puissance et de la distance. Après la mort de son père, Charles VI, en 1422, Charles VII, sous l'impulsion de Jeanne d'Arc, va reconquérir son royaume affaibli. Pour ce faire, il remet de l'ordre dans les forces de l'armée royale, avec l'appui de son connétable Arthur de Richemont, élève un impôt permanent et indiscutable pour la financer. Charles VII va structurer l'armée. Après Azincourt, tous les cadres qui étaient censés être les chevaliers ont disparu. Tous. Pas tous, mais très très grande partie. Donc il va réorganiser l'armée. L'avantage qu'il a, du coup, c'est qu'il peut centraliser les choses. Il peut bénéficier de son pouvoir de roi et dire, là, effectivement, j'impose les règles et pas être embêté par un duc ou un comte qui veut faire les choses à sa manière. Et puis il va tirer les leçons du passé. Il va apprendre des Anglais. Il va créer des compagnies à la mode anglaise. 15 compagnies sont ainsi créées, avec, à la tête de chacune, un capitaine nommé par le roi. Chacune des compagnies est formée de 100 lances. Une lance est composée de 3 archers à cheval, un homme d'armes équipé d'une épée et d'une lance, un coutillier et un page. Charles VII dispose ainsi d'une armée de près de 9000 hommes, dont 7500 combattants immédiatement disponibles. Des francs archers sont créés pour former des troupes spécialisées. Le royaume comptera environ 8000 archers. Dispensés de l'impôt, les archers civils devront se tenir à la disposition du roi à chaque fois qu'il en aura besoin. Il y a eu aussi un très gros succès de bataille d'archerie des Français, et ça on l'oublie généralement. Castillon, ça a été la revanche par rapport à Azincourt. Les compagnies d'ordonnance, voulues par Charles VII, sont à l'origine de la gendarmerie, les gens d'armes. Ils sont issus de n'importe quelle classe sociale en fait. C'est pas forcément des élites politiques, comme les chevaliers qui eux sont vraiment formés dès leur plus jeune âge aux techniques de combat. Ils peuvent être pris chez les paysans, chez les bourgeois, chez n'importe qui. Ils sont mobilisés pour aller à la guerre, donc ils sont forcément un petit peu formés au départ. On va leur dire voilà, vous êtes là pour obéir aux ordres, pour faire ce qu'on vous dit, ça va être beaucoup plus efficace. Donc les miliciens, qu'ils soient piquiers, épéistes ou hallebardiers, vont être placés à des endroits stratégiques, vont être commandés par des hommes d'expérience.
d'expérience. Ils vont être soutenus du coup soit par des archers, soit par des arbalétriers. Il y a des spécialités, les milices sont formées justement pour utiliser des types d'armes particuliers. Il va y avoir les épéistes ou couteliers qui vont plutôt manier des armes à une main avec des boucliers qui vont former généralement la première ligne, soutenus par des astiers, que ce soit des lanciers, des hallebardiers, etc., qui eux vont former soit des unités qui vont être en soutien sur les côtés, des unités un peu plus lourdement protégées, soit en second rang. L'une des techniques couramment utilisées, c'était simplement d'utiliser la lance par-dessus l'épaule du premier combattant, qui lui était avec par exemple un bouclier et une épée, et qui était soutenu du coup par un hallebardier ou par un lancier. La première arme que l'on utilisait pour les hommes d'armes, c'était tout simplement l'épée à une main. Donc tout simplement épée à une main parce qu'elle se tient à une main. C'est une arme qui est principalement utilisée avec un bouclier également, mais qu'on peut utiliser seul. C'est très simple en termes d'utilisation, donc on avait les coups de taille comme ceci, et coups d'estoc où on allait percer le flanc ou aller chercher effectivement les faiblesses de l'armure avec la pointe. Donc ici une épée à deux mains. Épée à deux mains, pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut l'utiliser à deux mains. Une arme beaucoup plus rapide, toujours de la même type d'utilisation, avec cette petite subtilité qu'on pouvait également l'utiliser ainsi également. Ce qui permettait tout simplement d'utiliser la garde et ce qu'on appelle les quillons, ici c'est le bout de la garde, également comme une arme, pour aller chercher les yeux à travers le casque, ou tout simplement s'en servir ici pour amener un ennemi au sol. Autre utilisation, on a toujours tendance à utiliser la lame, mais une épée pouvait s'utiliser également de cette façon pour aller frapper avec le pommeau, ou alors chercher ici, ou tout simplement déséquilibrer un ennemi, on va chercher le genou, on tire, on l'amène au sol. Une hache, tout le monde en a parce qu'on se chauffe l'hiver. Donc il y a des haches partout. Ça, c'est une hache de guerre. Elle ne ressemble pas à une hache pour couper le bois, mais c'est quand même le même engin au départ. Qui pouvait donc être utilisé au combat. Donc soit à deux mains, soit à une main. Alors on utilisait effectivement le tranchant, mais on pouvait également utiliser ce qu'on appelle le marteau pour aller frapper l'ennemi, enfoncer les pièces d'armure. Le but du jeu, c'était d'enfoncer au maximum les pièces d'armure pour créer des défauts dans la cuirasse, pour pouvoir ensuite travailler avec le tranchant. Ensuite, on a le marteau d'armes, la fameuse étoile du matin, Morgenstern, qui est un manche avec une boule au bout, pleine de piquants. On tape dessus, c'est même un peu le même principe que la hache, sachant qu'on part du principe que de toute façon, une épée ou même une hache, sur une cotte de maille, elle n'arrivera pas à pénétrer. Elle n'arrivera pas à couper un membre comme on voit sur les films hollywoodiens. La lame, elle va ripper sur la cotte de maille. Autre arme utilisée également au Moyen-Âge, ce qu'on appelle un brandarçon. Tout simplement, on l'appelle brandarçon parce qu'elle a la laide trop longue pour être portée à la ceinture et trop lourde. Donc elle allait dans l'arçon du cheval, le long des flancs du cheval. Donc cette arme était utilisée principalement par les gens qui étaient en première ligne, qu'on appelait double solde. Donc de la même façon, c'est une arme qui va s'utiliser pour aller brasser le plus possible quand on est confronté à plusieurs ennemis. Autre arme utilisée au Moyen-Âge, ce qu'on appelle les armes d'ast. Donc ça va comprendre tout ce qui est pique et autres, notamment les hallebardes, mais qui arrivent un peu plus tardivement. Ici, on a ce qu'on appelle une vouge. Alors, c'est encore un objet du quotidien qui a été détourné parce que les troupiers étaient quand même des paysans. C'est un socle de charrue qui a été collé sur une hampe. Et puis après, l'usage militaire a évolué et on l'a véritablement utilisé comme une arme. Il y a un tranchant et cette arme pouvait être utilisée donc, pour attaquer. On pouvait également utiliser la hampe pour aller frapper. Ainsi, on pouvait amener l'arme à frapper sur les casques, du coup provoquer au moins une commotion cérébrale, amener l'ennemi au sol et après pouvoir s'en occuper. Les armes d'ast étaient également utilisées par les piquiers qui étaient en première ligne sur les champs de bataille pour faire face à la cavalerie. Le but du jeu, dans ces cas-là, c'était de mettre genou au sol, se positionner ainsi, attendre la charge, baisser la tête en espérant que le fer rentre dans les flancs des chevaux, perce le flanc, les chevaux tombent au sol
et après les deuxièmes lignes finissaient ce qui était tombé au sol. On retrouve également ceci qu'on appelle un fauchard, plus léger, plus maniable. Donc de la même façon, on pouvait percer, on pouvait porter des coups de taille, on vient frapper ici l'articulation, on remonte et on va chercher la gorge. Donc la lance ou la javeline, alors utilisée par les piquiers avec un bouclier également. Le but du jeu, c'était de se mettre en première ligne, se protéger derrière son bouclier, toujours garder quand même une visibilité sur l'ennemi, avancer et aller chercher à piquer. Ou par en dessous également. L'avantage de cette arme, c'est qu'elle est polyvalente, donc on peut l'utiliser en combat rapproché. Donc sans le bouclier, tout comme le fauchard, on peut travailler à la rampe et également avec le fer de lance. Et l'avantage aussi, c'est que on peut la lancer. Une arme également dévastatrice, un peu comme le fléau, la massette à ailette. L'avantage de cette arme, c'est comme un marteau en fait, c'était de marteler les pièces d'armure sur un casque. Ça permettait d'enfoncer le casque, créer des dommages sur l'armure. Une fois l'armure abîmée, on continue à attraper. C'est des armes qui ne demandent pas énormément de technicité. Les troupiers pouvaient l'utiliser facilement en fait. Et c'est une arme qui faisait énormément de dégâts. Toujours le même principe en fait de ces armes, c'est d'enfoncer les pièces d'armure